Bonjour à tous et toutes en ce vendredi 20 octobre. Alors, je ne sais pas ce que cette vidéo va donner parce qu'il commence à faire nuit. Je pense que la lumière est pas géniale. En plus, les chats commencent à s'exciter. Ils ont faim, donc il risque d'y avoir des petits miaulements. J'en suis désolée. Voilà, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de venir parler lecture ce week-end. Donc, je profite de ce petit temps en fin d'après-midi pour faire un point lecture et vous parler de mes lectures en cours et de ce que j'ai lu dernièrement ou que j'ai abandonné, puisque je vais parler également d'un abandon. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler d'un super roman que j'ai lu il y a 10 jours à peu près, Trencadis, de Caroline Dens, donc une auteure française qui est, il me semble, prof de français. C'est un roman qui est paru en 2020, il s'agit en fait d'une biographie romancée de l'artiste plasticienne Niki de Saint-Phal, que je pense tout le monde connaît, qui entre autres a créé ces fameuses statues très très colorées qu'elle a appelées les nanas, des femmes joyeuses, dodues, très colorées, voilà, et qu'on peut voir exposées pas mal près du centre Beaubourg à Paris, même si en ce moment c'est en travaux. Donc, un texte sur la vie de Niki de Saint-Phal, un texte passionnant et surtout hors norme au niveau forme. Caroline Dens, elle nous raconte la vie absolument incroyable de Niki de Saint-Phal, qui est née en 1930 d'une mère américaine et d'un père français. En fait, dans une famille aisée qui va perdre sa fortune durant la dépression aux États-Unis. L'auteur nous raconte l'enfance de Niki, c'est ainsi que sa mère l'avait nommée parce que sa mère était quelqu'un d'extrêmement spécial, qui ne supportait pas le prénom que son père avait donné à sa fille, son prénom initial. À Niki de Saint-Phal, c'est Catherine Marie Agnès. Sa maman ne supportait pas cela et l'avait surnommée Niki, et c'est resté. Donc c'est une enfance d'apparence aisée à New York, même si en fait la famille va assez vite tomber dans les grosses difficultés financières suite à la dépression. Et puis surtout parce qu'en fait l'enfance de Niki de Saint-Phal, on la découvre au fur et à mesure, et en fait c'est une enfance absolument atroce, faite de brimades verbales et physiques de sa mère, et aussi d'abus de la part de son père, ce qu'elle va révéler à la toute fin de sa vie. L'auteur nous raconte également l'adolescence et puis le début de vie adulte qui vont être marqués par des soins en psychiatrie, des soins extrêmement difficiles, mais qui vont permettre à Niki de rencontrer l'art et la création, et qui vont lui donner l'occasion de s'extraire de ses pensées les plus sombres et puis d'essayer de les transformer pour pouvoir exister. C'est comme ça qu'elle est devenue artiste, en fait, grâce à ses troubles psychiatriques. Et puis enfin, l'auteur nous raconte sa vie d'artiste, les débuts très miséreux et puis la gloire, une vie qui est faite de feux, de failles, une vie riche, très libre, avec beaucoup de tempêtes, beaucoup de travail acharné, et ça malgré une santé extrêmement précaire, et puisqu'elle avait, en plus de ses difficultés psychiques, elle avait également une maladie pulmonaire, et puis des conditions de vie absolument déplorables, puisqu'au début de la vie d'artiste, avec d'autres compagnons artistes également très très connus, eh bien ils vivaient dans la misère, dans le froid et dans la misère. Donc l'histoire de vie de Niki de Saint-Phal est absolument passionnante, mais surtout, ce qui va sublimer ce roman, c'est sa forme incroyablement libre, très décousue, très originale, presque marginale, en fait, à l'image de l'artiste qu'il raconte. En fait, on a des chapitres avec une narration extrêmement classique, avec en alternance des petits bouts d'interviews, des citations, des vers de poèmes, des lettres, des mots chocs complètement isolés et écrits en tout gros sur une page, ou des retranscriptions très partielles de coups de fil ou d'interviews, ça je l'ai dit, les interviews. Bref, c'est un petit bric-à-brac de la vie de l'artiste que nous propose Caroline Dens,
Et ce bric-à-brac nous permet de sentir les grandes marées en fait de la vie de l'artiste, une vie qui a été vécue vraiment en sidération par rapport au traumatisme qu'elle a vécu enfant. On vit avec elle comme en apnée grâce à cette écriture, une apnée très créative, et on comprend pourquoi. C'est ce qui permettra à l'artiste, à la fin de sa vie, de dire le traumatisme qu'elle a vécu dans son enfance et de dénoncer son père. C'est extrêmement bien fait, cette forme du récit qui nous plonge dans la détresse et dans les joies de l'artiste. J'ai vraiment, vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était un roman très fort, j'ai envie de dire fou, très fou. Et j'ai trouvé que c'était un hommage éclatant à une grande artiste. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Voilà donc pour Trencadis de Caroline Dens. Ensuite, j'ai lu et j'ai terminé, j'ai envie de dire heureusement, un autre livre de la rentrée littéraire, Western, de Maria Pourchet, qui est une auteure française dont j'avais pas mal entendu parler, qui a eu beaucoup de succès avec Rome est un jour et Toutes les femmes sauf une, surtout, dont on a beaucoup entendu parler. Je n'avais jamais lu cet auteur et voilà, je me suis laissée influencer par ce que j'ai entendu dire de ce roman Western. Alors, dans ce roman, on suit Aurore et Alexis, qui sont deux adultes quarantenaires qui évoluent dans des milieux très très différents. Alors lui, c'est un acteur vraiment très beau gosse, c'est le chouchou des médias et des foules. Et elle est cadre exploitée de l'industrie capitaliste du web, et elle se retrouve mise au placard à cause de son âge. Ce sont deux êtres qui sont très éloignés donc de par leur milieu socio-professionnel, mais qui ont deux points communs, notamment de grosses fractures d'enfance et aussi une frénésie sexuelle absolument dingue. Le sexe est très présent dans ce roman. Deux personnages donc qui ne sont absolument pas amenés à se rencontrer, mais Aurore va s'installer au vert, loin des tentations de la vie parisienne, dans la maison de sa maman qui vient de décéder. Donc sa maman était cartomancienne dans un petit village perdu du Lot. Et voilà, elle s'installe là-bas, elle télétravaille, elle s'occupe de son potager, de son petit garçon qui a 9-10 ans. Voilà, elle décide de changer de vie, mais voilà qu'Alexis débarque une nuit, prétextant qu'il serait tombé en panne au bout du chemin. Alors, bon, en fait, il va pas arriver du tout par hasard, j'en dis pas plus, faut lire pour découvrir quand même certaines choses, mais il faut savoir qu'Alexis, lui aussi, il a fui Paris après un gros coup de théâtre incroyable qu'il a fait, et quelque chose de très inattendu de la part de quelqu'un qui a la réputation d'être extrêmement macho et tombeur notoire. Du coup, Alexis, le voilà devenu la mascotte des féministes et il pense vivre bien peinard après tout ça. Sauf que bon, ça va pas être si simple que ça et sa fuite ne va pas plaire à tout le monde puisque, eh bien, il a des gens qui lui en veulent de certaines choses. Son passé, son machisme, son égocentrisme, sa perversion vont le rattraper et le Don Juan va être traqué pour une mise à mort nationale. Voilà, et heureusement qu'il y a Aurore pour l'aider. Bon, je pense qu'à mon ton, on comprend que j'ai pas du tout aimé cette histoire et plus globalement, ce roman. Alors pourtant, l'utilisation et l'analyse des thématiques sociales très spécifiques de notre monde contemporain, ça m'a plu. Voilà, le monde, l'industrie du web, le féminisme, la dénonciation des différences de salaire hommes-femmes, notamment dans le monde du théâtre, c'était très intéressant. Et on sent aussi que l'auteur est une sociologue de métier, elle est universitaire sociologue. Voilà, ça, la manière dont elle perçoit la société, l'analyse qu'elle en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, presque, je pense, la seule chose qui m'est plu dans ce roman.
Parce que bon, la plume est très spéciale, elle est très brouillonne, volontairement brouillonne, très brute. Il y a des envolées lyriques très nombreuses, avec beaucoup de figures de style très variées et très incongrues, alors parfois drôles, hein, mais mises bout à bout, y a énormément de phrases que je n'arrivais absolument pas à comprendre en fait. Voilà, bon, c'est un peu dommage. Et puis, il y a beaucoup de sexe, comme je le disais dans ce roman, du sexe très vulgaire, parfois violent, ça c'est très présent. L'intrigue n'est pas très claire. Alors, il y a un lien ténu avec le western, que l'auteur reprend souvent et essaye de nous expliquer, mais bon, ça au moins c'était clair. Le lien avec le western, on comprend entre ces deux personnages, leur fuite et comment le destin va les rattraper, ça on comprend, donc il n'y avait pas besoin. Voilà, il y a ce lien ténu quand même avec le western. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'invraisemblances, vraiment beaucoup, effarantes. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a les personnages, je les ai pas trouvés crédibles. Il y a beaucoup, je trouve, d'étalage de connaissances de l'auteur, une fin interminable, un peu tragique, enfin voilà, tout ça, ça m'a vraiment exaspérée, et je trouve ça dommage parce que la thématique centrale autour de l'abus et de la prédation, dont le processus est vraiment bien décrit par l'auteur, ben ça pourtant c'était intéressant, mais non, vraiment au niveau de la forme, des invraisemblances, pardon, c'était pas du tout possible. Donc voilà, c'était mon avis sur Western de Maria Pourchet. Alors sinon, j'ai commencé, il me semble que c'était, j'avais eu connaissance de ce roman par Anne, de la chaîne Anne Novella, me semble-t-il, qui avait adoré ce roman. J'ai commencé à le lire, j'en suis à peu près à la moitié, et j'ai décidé de l'abandonner. C'est de la science-fiction, c'est une dystopie, donc José Saramago, c'est un roman qui a été écrit dans les années 90, c'est un auteur portugais et qui a remporté le prix Nobel de littérature. C'est un roman dystopique, c'est l'histoire d'un virus qui se propage, qui fait perdre la vue à l'ensemble de la population, et c'est comment ces personnes aveugles vont être parquées ensemble pour éviter que le virus se propage et comment elles vont survivre. Ça, c'est super intéressant, j'adore les dystopies, vraiment l'histoire, j'ai trouvé très intéressante. Ce qui ne m'a pas plu dans ce roman, mais c'est vraiment très personnel, c'est la plume extrêmement tassée avec énormément de changements de narrateur, de point de vue. J'ai trouvé ça très étouffant. Et j'ai fini du coup par ne plus être motivée dans cette lecture et par l'arrêter. Sinon, je suis en train de lire L'autre qu'on adorait d'une auteure française que j'aime énormément depuis toujours, Catherine Cusset, qui nous raconte en fait une histoire personnelle, hein, l'histoire d'un de ses amis universitaires aux États-Unis comme elle, et qui va disparaître assez jeune. C'est très bien écrit, j'aime beaucoup, j'ai presque terminé ce roman. À vrai dire, ce roman, je le lis dans le cadre du club de lecture que j'organise sur mon blog. Bon, voilà, je mettrai le lien peut-être vers l'article où je présente le club de lecture. Chaque mois, je propose sur le blog une lecture que je vais lire le mois suivant. Les personnes qui ont envie de lire en même temps le lisent. Et puis à la fin du mois, je fais une petite chronique et on échange avec les personnes qui l'ont lu sur nos impressions de lecture. Donc voilà, sur ce mois d'octobre, c'est Catherine Cusset, L'autre qu'on adorait, qui est vraiment une très bonne lecture pour le moment. Et bien voilà, j'ai réussi, il n'y a pas de miaulement de chat et la lumière, ça a l'air d'aller. Alors, je voulais également parler de pas mal de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire dernièrement, mais ça va être limité au niveau du temps, donc voilà, j'en ai quand même pas mal qui sont rentrés, donc je pense que je vais prendre plutôt le temps, peut-être lundi, de faire un book haul. Du coup, je vous laisse pour le moment en vous souhaitant un excellent week-end et de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.